Déjà des messages. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire dont le titre est « Comment réenchanter l'expérience collaborateur dans un centre hospitalier suite à un plan de redressement ». Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique et Rémi. Bienvenue. Bonjour Bonjour à tous. tous et merci pour votre présence. Eh bien, merci beaucoup à vous pour votre présence. On est très heureux de vous accueillir. Donc, c'est un nouveau format qu'on expérimente avec Chakari, qui est un webinaire d'un binôme. Et là, je trouve que le contexte s'y prête bien parce que le binôme, on le sait, DRH, direction des soins, est très important. Et donc, vous avez en tout cas conduit tout un programme assez innovant au sein du CH de Saint-Lô, dont on sera vraiment curieux de découvrir les tenants et les aboutissants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je vous propose, c'est de commencer par vous présenter. Donc, Dominique, honneur à toi aussi. Super. Dominique Ansould, donc moi je suis directrice des soins depuis maintenant une vingtaine d'années. Voilà, j'ai exercé notamment en Lorraine et puis donc depuis 7 ans sur les hôpitaux de Saint-Lô et Coutances. Et puis par ailleurs, je suis formatrice à l'outil Processcom, formatrice au triangle de Karpman et puis coach professionnel depuis 1 an maintenant. Voilà. Et je travaille en binôme avec Rémi depuis 10 ans déjà. On fête nos 10 ans en 2021. Félicitations, ça se fête. Et donc, moi, c'est Rémi Delecta, DRH, donc dans les mêmes hôpitaux que ma collègue avec laquelle en fait, on se suit depuis 10 ans. Je suis également coach professionnel, formé à Dauphine, certifié en formateur en Processcom et au Triangle de Karpman. Et voilà, j'ai à cœur de mettre au service des hospitaliers nos découvertes et nos inspirations pour tout simplement mieux vivre sa vie professionnelle, mieux vivre la relation et mieux vivre avec soi dans un contexte qui est compliqué. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on est très, très heureux de vous accueillir. Alors, pourquoi on a choisi ce sujet? Justement, on a discuté juste avant de vous accueillir tous et toutes. Et à tous les spectateurs, n'hésitez pas à poser vos questions. On aime vraiment beaucoup l'interactivité pendant ces webinaires. Et on s'est posé un peu la question de se dire quel est le parallèle avec le sujet d'actualité. C'est qu'on vit, et vous traversez tous et toutes, on traverse collectivement, un marathon sanitaire et donc c'est très difficile. Et la particularité de ce marathon, on en discutait juste avant, c'est qu'on ne sait pas malheureusement quand est-ce qu'elle a la ligne d'arrivée où elle se déplace de jour en jour. Et donc, le sujet de comment réenchanter finalement l'expérience collaborateur suite à un plan de redressement, finalement, on peut dresser un parallèle avec le contexte actuel qui est difficile. Et donc, la question qu'on avait envie de vous renvoyer, dont on a parlé, c'est un petit peu de dire comment vous contribuez à réenchanter finalement le quotidien de vos équipes malgré les difficultés actuelles. Donc, c'est une première question. Et la deuxième, peut-être, c'est de quoi vous avez besoin aussi pour le faire de manière plus systématique et plus conséquente. Ça a du sens, cette question, Dominique, Rémi? Ouais. Oui, on avait envie de poser cette question un peu impertinente en pleine crise sanitaire, de parler de réenchantement. Ça peut paraître décalé et en même temps, comme le disait Martin à l'instant, ce marathon qui n'en finit plus, on a besoin de temps de récupération tous, besoin de ravitaillement, besoin de respiration, là pour le coup. Donc finalement, c'est plus que jamais le moment de s'interroger sur la manière d'accompagner les collaborateurs. Absolument. Alors, si juste avant, peut-être définissons les termes du sujet. Alors, l'expérience collaborateur, finalement, c'est un mot qui est venu qui est un parallèle avec le concept d'expérience client. Et on parle maintenant d'expérience patient aussi dans les établissements hospitaliers. Et finalement, c'est l'ensemble de l'expérience qui est vécue d'un moment depuis l'entrée jusqu'à finalement la sortie d'un collaborateur tout au long de sa vie professionnelle dans un établissement.
Et c'est un sujet vraiment tout à fait d'actualité parce qu'on parle beaucoup de symétrie des attentions. C'est-à-dire que si on prend soin des collaborateurs ou d'une équipe, naturellement, en bout de chaîne, les usagers, donc en l'occurrence dans les établissements de santé, les patients, seront mieux pris en charge. Et donc, cette expérience, voilà, il y a tout un ensemble d'études qui ont été menées à ce sujet-là. Et le plan de redressement, alors est-ce que vous pourriez définir ce que c'est qu'un plan de redressement et du coup nous parler un petit peu du contexte dans lequel vous êtes arrivé justement à Saint-Lô, qui est un contexte assez difficile aussi visiblement. Eh ben, je pense que tous les hospitaliers qui nous écoutent sont malheureusement familiers avec cette notion. Lorsque on va dire, les finances se dégradent, c'est tous les projets qui sont mis à mal, pour lesquels on est obligé de donner un coup de frein. Et donc, il faut redresser la barre. Et très souvent, ça demande à réinterroger les organisations, réinterroger les process. Souvent, ça implique des suppressions de postes, ça implique une suppression d'un certain nombre de matériels ou de choses qui sont utiles au quotidien. Et donc, c'est jamais un exercice facile, c'est pas plaisant, c'est émotionnellement très impliquant. Et Dominique et moi, on a été recrutés en plein démarrage d'un plan d'auto à l'équilibre. Donc en fait, notre directeur nous a dit, quand on a signé, écoutez, voilà, il faut que vous fassiez connaissance avec les 2000 professionnels de Saint-Lô-Coutances. Donc écoutez, j'ai un projet transversal très sympathique qui va vous permettre vraiment de réaliser ça. C'est un plan d'auto à l'équilibre. Donc vous allez voir, vous allez faire connaissance très vite avec tout le monde. donc en fait, on a commencé là-dessus. Et pendant un an, notre préoccupation principale, ça a été de mener cette démarche. Et au bout d'un an, on avait une population professionnelle qui était une communauté professionnelle qui était esseulée, essorée, notamment des cadres qui étaient à la manœuvre, qui étaient en perte de repères, en plein questionnement, en pleine interrogation, conflit de valeurs. Et on s'est dit, en fait, on va faire maintenant, un an après, ce qu'on aurait dû normalement faire dès le départ, c'est-à-dire vraiment faire connaissance, prendre un temps pour nous, prendre un temps pour se parler, prendre un temps pour échanger sur, voilà, on est qui, vous êtes qui, qu'est-ce que vous attendez de nous, qu'est-ce qu'on attend de vous. Et donc, on leur a proposé, quand je dis leur, c'est les cadres de santé. On s'est focalisé sur eux. On leur a proposé de prendre 2 jours off. Allez, on sort de l'hosto, on se fait un séminaire, on prend vraiment du temps dédié pour nous et pour rien d'autre. Voilà, on laisse les téléphones, on laisse les ordis, on va vraiment se parler. Donc le premier enjeu, finalement, c'était de créer du lien humain. Ouais. Suite à cette difficulté, on va dire, d'organisation financière pour remobiliser les équipes. Ouais. C'était être dans l'écoute. C'est vrai que notre cœur de cible, c'était les managers, donc les cadres de santé, qui avaient été, que nous avions énormément impliqués dans cette démarche. Rémi a parlé de réorganisation. Oui, il a fallu faire un énorme travail de transformation à cette occasion-là. Et c'était en effet très compliqué pour eux. Ça a été très compliqué de se séparer d'un certain nombre de collaborateurs parce que, voilà, très clairement, qui dit plan de retour à l'équilibre dit suppression de postes. Et nous deux qui arrivions n'avions en effet pas eu le temps finalement de faire connaissance avec ce public. Et on a tous plongé, on va dire, dans la piscine en même temps sans se connaître. Et là, l'idée de ce séminaire, c'était, c'est le moment maintenant, après avoir vécu des choses compliquées, on avait vraiment ressenti ce besoin, ce temps d'écoute, d'expression qui avait manqué jusque-là. Et en effet, ce séminaire nous a paru un bon format en s'extrayant de l'hôpital. Et là, on a eu des réactions extrêmement surprenantes à cette occasion. On nous a dit, mais c'est totalement indécent, vous nous proposez un séminaire alors même qu'on vient de signifier des fins de contrat à un certain nombre de professionnels, etc. Donc, comment vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça? Donc, en fait, on le leur a imposé. On a fait ce choix-là. La suite nous a donné raison, je pense. Je crois qu'on a bien fait de le faire à ce moment-là. Mais en tout cas, on ne partait pas sur les meilleures conditions. Et en fait, pendant ces 2 jours, il s'est passé quelque chose d'assez fort émotionnellement. Déjà, première étape,
c'était le directeur général lui-même qui venait accueillir tous les participants le premier jour, non pas avec son costard cravate habituel, mais avec voilà, son jogging, avec ses baskets, et en disant bah, voilà, on est dans le même bateau, on est dans une même communauté. Donc ça a été déjà un geste fort. Ensuite, on s'est beaucoup parlé, et notamment, on a simplement voilà, fait connaissance, on s'est présenté. À un moment, on avait un intervenant qui nous a réunis en cercle. Coup de bol, en plus, il faisait un temps magnifique, on a pu faire ça dehors. Donc, on était 50 dans un cercle, un grand cercle, et chacun devait se présenter simplement en faisant quelques pas, donc en rentrant au milieu du cercle, en disant bon, bah, bonjour, moi c'est Rémi, voilà, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, mon parcours c'est ça, et moi ce que j'aime dans la vie c'est ça. Et on a tous fait cette démarche-là. Et du coup, bah, en fait, il y a eu énormément de réactions émotionnelles. Du coup. Voilà, il y a eu une charge libératoire, on va dire, qui s'est opérée à ce moment-là. Et puis, les gens aussi nous ont découvert sous un autre jour. Ah tiens, le DRH, il est chef de chœur, il fait de la musique. Ah bah tiens, la directrice des soins, en fait, bah, elle a travaillé d'abord comme infirmière dans une clinique, elle a travaillé dans une usine. Ils nous ont découvert sous des jours qu'ils ne pouvaient pas connaître. Et nous, on les a découverts aussi de la même manière. Donc ça a été extrêmement puissant. Alors ça effectivement, je pense effectivement très important déjà de pouvoir sortir du cadre hospitalier classique et tout ce que vous découvrez, bah, naturellement, ça a beaucoup de sens. Je vois des questions de plusieurs de nos participants sur comment vous avez réussi à la fois sécuriser la continuité des soins, alors que tous les cadres de santé du coup avaient pu s'extraire, et comment vous avez réussi à convaincre aussi en interne de prendre ces 2 jours, parce que c'est quand même la variable temps est extrêmement précieuse et difficile à mobiliser. Donc, comment vous avez réussi à… Alors, je vais commencer la réponse, je laisserai éventuellement Rémi compléter. Déjà, on vous disait un rejet, une forme de rejet de la communauté cadre, avec le pari que nous avons pris de rendre ce séminaire obligatoire. C'était vraiment un pari, hein. On prenait un risque en faisant ça. Et on était en effet dans une situation budgétaire compliquée. Et moi, je veux dire aussi ici qu'on peut organiser des séminaires en n'allant pas nécessairement dans des hôtels et en dépensant des sommes importantes dans des lieux un peu dédiés pour ça. Non, là, on s'était vraiment débrouillé pour trouver un centre de vacances pour gamins. On était hors période scolaire, donc voilà, on a réaménagé les salles, on a profité des extérieurs, on a mobilisé la cuisine de l'hôpital pour que les repas coûtent le moins cher possible. Enfin voilà, et on a réussi à faire un truc déjà qui était super en termes de cadre. Alors, sur la question de la continuité, on avait cette chance, on a cette chance d'avoir un IFSI qui est donc une école d'infirmières qui est adossée à l'hôpital, et donc on avait organisé la continuité avec les collègues de l'école qui étaient OK, hein, pour assurer cette continuité pendant les 2 jours, puisque de fait, eux n'avaient pas été impliqués au même niveau que leurs collègues des services. Ouais. Donc ouais, c'était du coup, hein, quand je dis dans les commentaires, pour un projet de cette dimension, donc en fait c'était finalement un tout petit projet, hein. On a pu organiser ça pour 2 000 €, c'était vraiment un séminaire low cost. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas impliqué les médecins? On voulait dans un premier temps vraiment se cibler, se focaliser sur les cadres de santé, parce que c'est eux qui avaient été à la manœuvre, c'est eux qui étaient le plus chamboulés, le plus en perte d'énergie et de repères. Donc on avait vraiment voulu faire quelque chose de spécifique en direction d'eux. Les années suivantes, quand on a renouvelé l'opération, attention, spoiler, il y a eu une suite. On est curieux d'en savoir plus. Épisode 3. Là, après, on a associé les médecins et les autres cadres, mais j'y reviendrai après. Ouais. Donc voilà, ça a été vraiment un élément fort. Et vraiment, là aussi, le choix clé, ça a été d'imposer ce séminaire. En fait. On ne l'a pas refait après. Hein. Après, on a laissé ça facultatif, mais le premier coup, on l'a imposé, et je pense vraiment qu'on a bien fait. Parce que si on ne l'avait pas fait, on aurait probablement eu que quelques personnes et on n'aurait pas atteint l'objectif.
L'impulsion, du coup, qui a permis de fédérer. Alors, justement, avance maintenant. Donc, ça c'est une première impulsion qui a permis de fédérer. Alors, comment vous avez justement consolidé à l'issue de cette journée pour pérenniser cette démarche de développement continu, d'amélioration et en quoi elle a consisté concrètement, cette démarche d'accompagnement? Déjà, à la fin du séminaire, les gens nous ont dit, on a fait un tour de table, si j'ose dire, parce qu'on était dehors. Mais en tout cas, tout le monde nous a dit, mais finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait plus tôt? C'est marrant, hein. 2 jours avant, c'est pourquoi vous faites ça, c'est indécent. 2 jours plus tard, c'est pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Donc, on était du coup heureux de ça, parce qu'en plus, on les a vus vraiment radieux. Notamment une des participantes, c'est notre petit clin d'œil personnel, qui a démarré ce séminaire qui était vraiment qui était au bout de sa vie, quoi. Voilà, c'était très très difficile pour elle. Elle était en conflit avec nous, ouvert. À la fin des 2 jours, elle avait changé. Son visage était différent. Elle n'était plus voûtée, elle était pleine d'énergie. Enfin, c'était assez incroyable. Et c'est elle-même et d'autres qui ont dit, mais en fait, il faut qu'on le refasse, ça. Il faut qu'on le refasse. Et là, on a dit, OK, on va le refaire. Mais cette fois-ci, vous allez le faire avec nous. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a créé les bases de, finalement, le fait de rendre la communauté cadre plus autonome, plus en puissance, en capacité d'agir par elle-même. Alors, je vais continuer à compléter. Ce tout premier séminaire, cette impulsion, on lui avait donné un titre qui était le cadre acteur, auteur, vecteur du changement. On était vraiment là-dedans. Et on avait cette idée en toile de fond de rendre la communauté managériale autonome. Parce qu'en fait, notre constat aussi, à notre arrivée, c'est qu'on avait cette communauté cadre qui était, pour le coup, un peu démunie. Qui manifestement manquait d'outils, on y viendra aussi tout à l'heure aux outils, mal outillés et un peu perdus dans cette démarche et vraiment en manque d'autonomie. Donc c'est ça qui nous a mobilisés, on va dire, au cours de ces 2 jours. Quelles sont vos attentes en notre direction? Et nous, de notre côté, quelles étaient nos attentes en leur direction? Et en effet, à l'issue de ces 2 journées qui ont vraiment été exceptionnelles, et cette demande, écoutez, on a envie de recommencer, c'est ajouté aussi une dimension, c'est qu'on vous a dit, on s'est concentré sur les cadres de santé qui étaient notre public cible de départ, mais on avait bien l'intention d'élargir. Et ce qui a été très chouette, c'est que finalement, eux-mêmes, spontanément, nous ont dit, mais finalement, on réalise que le cadre des services techniques, des services administratifs, quel que soit le secteur, le cœur de métier est le même, les préoccupations sont les mêmes. Et donc finalement, ce serait drôlement bien si on pouvait aussi les inviter, les autres. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a élargi. Et en effet, en leur disant, OK, on est prêt à continuer. Et cette fois, venez avec nous, organisez avec nous. Voilà. Ça a été l'étape 2. Et l'étape 2, c'est la constitution du coup d'un collectif de managers qu'on a appelé Manage Up. On a dit, allez, on fait un appel à volontaires. Si vous voulez venir avec nous pour monter des séminaires et autres actions à destination des cadres, de la formation, des temps d'échange, des espaces de dialogue ou des innovations managériales, venez avec nous. Et il y a spontanément 10-15 cadres qui sont venus de toutes filières. Donc là, cette fois-ci, c'était plus seulement des cadres de santé, c'était aussi des cadres de la filière administrative, technique, logistique, les cadres formateurs de l'IFSI-IFAS. Voilà, on a vraiment, on n'a pas limité cet aspect-là. D'ailleurs, je fais une parenthèse, la définition du collectif cadre, pour nous, elle est vachement importante. Le fait de dire qui finalement est cadre, parce que cadre, en fait, on peut le définir de plein de façons. Ce qui est important, c'est justement c'est de se donner une définition en interne, de la choisir, et de faire le pari de l'inclusivité. C'était quoi votre définition, justement? En fait, dès lors que j'ai la responsabilité d'une équipe, même si c'est que 2 personnes, je suis cadre, en fait, dès lors que j'ai cette responsabilité-là. On a même inclus ceux qui ne manageaient pas, mais qui avaient, on va dire, une responsabilité fonctionnelle importante.
Voilà, exemple, le chargé de communication ou le contrôleur de gestion, ou voilà, hein, ceux vers qui on se tourne pour avoir des réponses, parce que voilà, il y a une responsabilité. Et donc, on a vraiment retenu une définition très large du mot encadrement. D'accord. Assez inclusive. Et alors, justement, il y a eu cet appel finalement un peu au volontariat, à la co-construction. Et quel rôle ont eu les personnes qui vous ont rejoint, donc ce fameux collectif de 10 à 15 personnes? Quel a été leur rôle? Et comment vous avez pu intégrer ça dans leur charge de travail, d'un point de vue organisation? Alors, déjà, on a simplement fait un appel, voilà, à candidature auprès des 100 et quelques cadres. Voilà. Les gens sont venus spontanément et on s'est simplement dit, en fait, pour fonctionner, de quoi on a besoin? On a besoin de temps. Donc, on s'est dédié en gros une après-midi par mois, et on a besoin d'argent. Donc, on a fait le choix de dire, on prend sur le plan de formation, on prend une enveloppe. Et cette enveloppe, elle est déléguée à ManageUp. Voilà. Et alors, au début, on intervenait pas mal. On intervenait beaucoup. On a été, voilà, il a fallu amorcer la pompe. Et comme on sortait, on va dire, d'une situation, on va dire, d'une faible autonomie, je vais dire ça comme ça. Voilà, les cadres qui étaient là, ils étaient prêts à faire. Ils n'étaient pas forcément encore prêts à prendre la responsabilité d'eux. Donc, on les a un peu… on les a guidés. On a d'abord, on leur a coupé un peu la viande au début, mais voilà, après, on est passé à une phase plus autonome. Mais c'était nécessaire d'avoir cet intermédiaire-là. Et en fait, avec ce budget-là, en gros, on s'est dit, donc on a pris 30 000 euros par an sur le budget de formation des 2 établissements. Pour info, on est sur 900 000 à peu près euros de budget, si j'additionne tout. Donc 30 000 euros dédiés au cadre pour faire de la formation. Donc déjà, la première étape, c'est qu'est-ce qu'on définit comme axe de formation? Allez, on veut vraiment développer nos connaissances, nos compétences. Qu'est-ce qu'on choisit? Et donc, on a fait une enquête auprès de tous les cadres. On a fait un questionnaire. Allez, si vous pouviez choisir, ce serait quoi les thématiques principales sur lesquelles vous souhaiteriez travailler? Et à partir de là, on a construit un plan de formation. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'est, allez, il faut qu'on fasse aussi des espaces de dialogue. On ne peut pas faire que des séminaires. Il faut aussi qu'on ait des trucs plus fréquents. Par exemple, on a créé des petits déjeuners du management. Voilà, une fois par mois, le matin. 8h, 10h, voilà, 2 heures. Enfin voilà, c'était des. Alors, toutes ces propositions-là sont venues du coup de ce collectif avec nous. Et par exemple, oui, ces petits déjeuners du management, il y a une thématique qui est proposée. Donc, à chaque fois, c'est un appel à la communauté cadre. Alors, le groupe ManageUp, aujourd'hui, est en capacité de proposer des thèmes, mais dans tous les cas, ça fonctionne toujours par le biais en direction des collègues, de quoi avez-vous besoin? J'ai lu tout à l'heure, je rembobine rapidement, je vois une question. Comment avez-vous… Oula, il y a Rémi qui fait défiler à toute allure. Je sais pas comment êtes-vous passé du mécontentement à la satisfaction? À la satisfaction. J'ai envie de dire, en tout cas, le tout premier séminaire a été un séminaire dans lequel il y a eu énormément d'écoute et oui, un peu une forme de libération des émotions. C'est-à-dire que tout ce qui avait pu être contenu pendant tous ces mois a pu s'exprimer. On a eu recours sur une partie du séminaire à un intervenant extérieur, du coup, qui était un peu qui a servi un peu de médiateur, on va dire, dans cette opération-là. Et en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'au travers de l'écoute et de l'expression, il y a eu ce switch, j'avais lu ça dans la question, qui a pu se faire. Le fait de pouvoir dire qu'on est mal, le fait de pouvoir dire que ça a été difficile de dire à des collaborateurs, on ne va pas renouveler ton contrat. Le fait de pouvoir dire, j'ai pu me trouver à un moment donné, moi cadre, en conflit de valeurs avec la direction qui était prise par l'établissement. En fait, c'est autant de permissions qui ont été données. C'est une sorte de vidage de verre qui a créé les conditions de la confiance, qui a créé l'impulsion et l'envie d'avancer. Alors justement, vu que vous avez parlé d'autonomie, vous avez parlé de ces petits déjeuners, on a eu
questions d'un intervenant. Sur quelles thématiques ont eu lieu ces Alors, petits on déjeuners? en a eu une, par exemple, bien avant qu'on en parle aujourd'hui, qui portait sur le télétravail, mais qui remonte à déjà au moins 3 ans. Allez, en vrac, quelques thèmes. La bienveillance La managériale. bienveillance managériale. Comment est-ce que comment est-ce qu'on sort du cadre planitologue au cadre, on va dire, porteur de projet. Voilà. J'en ai un là, le dernier là d'il y a 2-3 mois, c'était t'as pas fait ton taf, hashtag t'as pas fait ton taf, qui renvoyait à voilà le cadre qui culpabilise de ne pas arriver à tout faire, en tout cas à faire tout ce qu'il envisagerait de faire. Ou simplement comment conduire un entretien d'évaluation ou un entretien de recadrage. Voilà. Hein, ce genre de trucs sur lesquels tout simplement on a besoin d'échanger avec ses pairs. Voilà. Et je crois que le fait d'avoir du temps pour se parler sur ces sujets-là, c'est hyper important. Je suis sûr que tous les hospitaliers qui nous écoutent aujourd'hui, si on dit quand on fait des réunions d'encadrement, est-ce qu'on arrive à se parler? Je suis sûr que la plupart vont sourire et ils vont dire non, c'est pas possible, hein, on partage de l'info, éventuellement il y a 2-3 questions et puis ça s'arrête là. C'est important qu'il y ait ça, mais ça ne suffit pas en fait. On a besoin de temps pour se parler, pour être dans l'échange, dans l'écoute, échanger les pratiques, débattre. Tiens, ah ouais, toi tu fais comme ça chez toi. Ah ouais, tiens, j'y aurais pas pensé. Mais peut-être aussi qu'on peut faire comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'on progresse, qu'on découvre des trucs qu'on n'aurait pas forcément imaginés. Et voilà, et ça, c'est hyper important. Ouais, j'ai envie de conclure. Et concrètement, vas-y, Dominique. La force de ce collectif, c'est qu'il est à la fois inter-établissement et interprofessionnel. Je disais tout à l'heure, on a des cadres issus des différentes filières. Donc, c'est ça aussi qui fait sa force. Parce que du coup, ce collectif, il arrive à embarquer la plupart de la communauté cadre. On leur donne aussi, c'est un peu décousu, mais je dis ce qui me vient au fur et à mesure, on leur donne aussi systématiquement un temps d'expression à ce groupe Manage-Up dans les réunions d'encadrement général qui réunissent à l'initiative du directeur général l'ensemble de la communauté cadre. Il y a systématiquement un temps d'information qui est dédié au groupe Manage-Up, qui passe des infos, qui fait part de ses projets, etc. Je rebondis juste sur un point parce que ça c'est très intéressant, cette notion d'inter-établissement interprofessionnel. Et en même temps, j'imagine qu'il y a une certaine complexité logistique parce que vous parliez de petits déjeuners. Donc, comment concrètement on organise ce temps d'échange? Donc, j'ai compris que c'était des petits déjeuners de 2 heures, mais si on peut avoir un exemple de format type, comment c'est animé, combien de temps on donne à la parole à chacun, qu'est-ce qui est produit à l'issue de cette réunion? Est-ce qu'il y a une sorte de mémo qui permet d'être diffusé à ceux et celles qui n'ont pas pu participer à la réunion ou d'autres personnes du collectif? En fait, c'est hyper simple. C'est-à-dire que déjà, le thème, il est choisi par Manage-Up sur la base des réflexions, des discussions qu'ils peuvent avoir avec leurs collègues cadres. D'accord ? Comme je l'ai dit, au début, on était à la manœuvre. Aujourd'hui, on n'y est plus du tout. On les a complètement, on leur a laissé les manettes. C'est eux qui gèrent le truc, c'est eux qui gèrent le budget, c'est eux qui… Moi, je n'y suis même plus, par exemple. Moi, de temps en temps, je viens pour voir comment ça se passe, comme participant, mais en aucun cas comme… Voilà, j'y suis de très loin. Le groupe Manage-Up dispose, sur la question logistique, ils ont une adresse, il y a une adresse mail. Il y a un espace dédié aussi dans les serveurs informatiques de l'hôpital, dans lequel, justement, les comptes rendus sont déposés et visibles par l'ensemble de la communauté. Ensuite, ils réservent leur salle. Le petit-déj, c'est en gros, chacun apporte son truc. Tiens, moi, j'apporte la brioche, toi, tu apportes le jus d'orange. Enfin, voilà, ça coûte 0 €. C'est juste un peu un petit peu de temps. C'est du temps de parole
permis finalement et du temps d'échange. Ils s'organisent en binôme, toujours sur l'exemple de ces petits déjeuners. Hein, ils définissent entre eux à l'avance le prochain petit déjeuner, c'est un tel, deux d'entre eux qui sont chargés de l'organiser. Et c'est eux, du coup, qui moulinent l'ensemble, qui envoient les invitations, qui font les relances, qui font les comptes rendus, etc. quoi. Voilà. Ouais. On ne définit pas les thèmes, on les laisse vraiment faire. Il peut arriver que on propose des missions à manager. Par exemple, là en ce moment, on leur a proposé de travailler sur les irritants du quotidien. Surtout en ce moment, hein, où là encore, hein, voilà, les cadres sont hyper sollicités. Hein, de toute façon, voilà, c'est toujours quelque part un peu sur eux que repose le fonctionnement hospitalier. Hein, voilà, faut pas se le cacher. Et donc, on s'est dit, bon, allez, là, on les sent un petit peu en perte de vitesse. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les soutenir? Et on a eu l'idée, enfin, tu as eu l'idée, de proposer à ManageUp de travailler sur qu'est-ce qui… Irritant. Allez, si on pouvait corriger les petits trucs du quotidien qui nous empoisonnent, qui prennent du temps ou qui nous énervent, tiens, ce serait quoi? Allez, c'est par exemple, je ne sais pas, le formulaire informatique qu'il faut remplir pour demander un accès au DPI quand une infirmière arrive, par exemple. Ou alors, est-ce que c'est tel ou tel process qui est un petit peu long, ou alors est-ce qu'il y a trop de choses qui sont demandées systématiquement en juin, juste avant l'été? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de répartir la charge différemment? Enfin voilà, vraiment des petites choses très concrètes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ça fait écho justement à la question de Jean-Luc sur comment ces actions peuvent être transposées dans le contexte du Covid. Et c'est ce qu'on souhaite aussi avec nos webinaires, c'est vous donner des exemples très concrets. Et ça, c'est peut-être une invitation pour tous et toutes à juste avoir un temps d'écoute sur quels sont les irritants au quotidien, quels sont vraiment les irritants et comment on peut les traiter. Et je vois ça aussi parce que je suis en relation avec beaucoup d'autres établissements qui sont en train de mettre en place des process pour travailler sur les irritants au quotidien. Donc, c'est un vrai sujet. Voilà, Olivier, notamment, qui commente là-dessus. Ah oui, je travaille sur les irritants. Dans le contexte alors, c'est vrai que le dernier petit-déj du management, on n'était pas encore retourné dans ces contraintes sanitaires qu'on connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a plein d'actions qui peuvent être menées. Alors, c'est un peu moins convivial en ce moment, mais pour autant, oui, avec tous les outils de travail à distance dont on dispose, les choses peuvent se faire. Du coup, les réflexions peuvent avancer. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, ils sont pleins de, moi, j'ai envie de dire, enfin, vraiment, faisons-leur confiance. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont plein d'idées, tous. Hein. On a des collaborateurs, et j'ai envie de dire, quel que soit le grade, là, qui ont plein d'idées et qui sont capables de proposer des trucs auxquels on n'aurait pas pensé, quoi. Donc, à partir du moment où le coup d'impulsion est lancé, où on donne à la fois des moyens en termes de temps, de budget, même, je voyais, est-ce que c'est transposable dans une petite structure? Eh bien, oui, il y a des choses qui peuvent être faites à l'échelle des petites structures. On n'a pas dit une chose, c'est que pour notre part, on a été les artisans, on va dire, de la mise en œuvre de ce collectif, mais on avait un soutien sans faille du chef d'établissement. Hein. Comment vous avez créé cette confiance et ce soutien avec le chef d'établissement? Parce que j'observe une certaine solitude parfois de personnes qui ont envie de faire bouger les lignes et qui n'ont pas forcément le soutien et qui n'osent pas forcément y aller. Et donc, quels conseils vous pourriez donner à ces personnes qui ont envie de justement mettre en place ces dispositifs? Déjà, c'est d'oser. En fait, pour le coup, qui n'a pas envie d'augmenter la qualité de vie au travail dans son établissement? En fait, dès lors que vous proposez des trucs à des professionnels de santé, évidemment, en leur fort intérieur, bien sûr qu'ils n'attendent que ça. Parfois, il peut y avoir, on va dire, la face immergée de l'iceberg qui dit oui, et la face émergée qui dit non, parce que oui, mais enfin, vous comprenez, on n'a pas le temps, on a machin. Mais dans le fond, tout le monde veut ça. Tout le monde veut ça. Donc, en fait, il suffit de créer les conditions. Et là, voilà, dans notre exemple, le détonateur, ça a été ce séminaire cadre.
Mais je pense qu'il y a plein de manières de le faire. Si je fais un appel simplement, voilà, si je parle aux gens en disant, tiens, allez, je voudrais, en tant que cadre, en tant que DRH, en tant que directeur adjoint, en tant que chef d'établissement, je voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble pour travailler, pour améliorer notre quotidien. C'est sûr que ça va résonner, c'est sûr qu'on va toucher les gens. C'est impossible que ça tombe à côté. Et par contre, je dirais, le moteur, c'est la confiance. Il faut qu'ils puissent sentir que, allez, je vous laisse les manettes, quoi. C'est pas moi qui décide d'un truc. C'est pas moi qui décide d'un truc. C'est vous qui pouvez participer, qui pouvez construire ou co-construire à minima les choses avec nous. Voilà. Donc, ouais, il y a une impulsion de départ. Mais franchement, allez, une fois qu'on a commencé à tirer la pelote, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Je vois une question. Les managers sont-ils aussi impliqués dans ce process d'échange et de prise d'initiative? La réponse est oui. La réponse est oui. On va dire que ce process d'écoute et de recherche de partage et de bonnes pratiques, parce que finalement c'est ça aussi, c'est quelque chose qu'on a mis également en place à l'échelle de l'ensemble de nos 2000 professionnels. Alors, évidemment, on va dire, quelque part, les cadres sont nos collaborateurs. Donc, pour travailler sur les collaborateurs des collaborateurs, c'est à l'échelon de l'encadrement, pour le coup, que ça doit se jouer, bien sûr. Donc, en fait, nous, on réfléchit avec eux sur justement la manière d'impliquer le mieux le collectif. Et en fait, là encore, il n'y a pas de grand secret. Pour pouvoir impliquer le collectif, déjà, il faut trouver des moments pour se parler. Il faut avoir des moments où on peut échanger et surtout, je dirais, sortir des réunions avec un ordre du jour hyper structuré, hyper détaillé, où tiens, là, point numéro 8, on va parler de ça, point numéro 14, on va parler de ceci. Si on laisse la possibilité aux managers, comme le dit Lidvin, si on laisse la possibilité aux managers de co-construire justement les choses dont on va parler, de leur laisser une tribune libre, voire d'oser le pas d'ordre du jour. Moi, j'encourage vraiment de tous les managers qui nous écoutent, est-ce que vous avez déjà tenté ça, de faire des réunions sans ordre du jour? Et franchement, on est souvent surpris du résultat. Allez, il faut passer le premier quart d'heure peut-être un peu compliqué, où personne n'ose prendre la parole, où il faut briser la glace. Mais une fois que les gens sentent qu'ils ont les manettes et qu'ils peuvent avoir leur part de leadership, mais ça change tout. Une autre manière de gérer l'autonomie, c'est de faire un appel aussi aux bonnes idées, un appel au projet. Donc, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est que tous les ans, on fait un appel à projet qu'on appelle santé, qualité de vie au travail, en disant, écoutez, voilà, on a une enveloppe, toujours pareil, l'enveloppe, c'est important de la poser. Et dans le cadre de cette enveloppe, on peut financer des projets, mais les projets, c'est vous qui allez les monter. Donc, vous avez une idée pour améliorer tel truc dans votre service, allez-y, vous montez le dossier. Voilà, vous écrivez une page, 2 pages. S'il y a des éléments de budget à trouver, vous pouvez vous adresser à la direction des achats, à la direction des travaux, machin. Voilà, vous faites votre truc, vous nous le présentez. Et quand je dis nous, c'est qui nous? C'est une partie de la direction, bien sûr, mais c'est aussi les représentants du CHSCT, donc des représentants du personnel. C'est des cadres, c'est le service de santé au travail. Voilà, c'est autrement dit tous les gens qui sont impliqués dans le truc et qui vont avoir éventuellement un rôle à jouer dans la mise en œuvre ensuite de ces projets. Et allez-y. Et puis nous, on regarde les projets et très souvent, on est époustouflés. Il y a des trucs qu'on n'aurait jamais cru voir sortir. Par exemple, au SAMU, ils nous ont dit, tiens, nous, en fait, on est assis 10 heures, 12 heures par jour. On est en train de s'ankyloser, puis en plus on prend du poids, et puis on n'est plus aussi alerte à la fin de la journée. Donc on a vu qu'on pouvait installer un tapis de marche sur lequel on peut installer l'ordi, être en mouvement tout en prenant les appels et en étant en situation de travail. Voilà, donc un walking desk, ça s'appelle.
Ils nous ont présenté ça, on s'est dit, mais c'est fabuleux ça. Bah, allez, go, on finance. Et c'est eux qui sont allés le chercher tout seuls, quoi, en fait. Ouais. Donc vous avez finalement un peu presque renversé le système hiérarchique classique en redonnant du pouvoir aux managers qui eux-mêmes ont redonné du pouvoir à leurs équipes. Donc ça c'est vraiment dans l'air du temps, je dirais. Et la question que je me pose et qu'ont posé aussi certains participants, c'est comment on le transpose à d'autres établissements, ça. En fait, je sais que c'est difficile de donner un petit peu la méthode, mais il y a, voilà, comment on peut structurer cette démarche et la faire durer dans le temps, parce que c'est ça aussi qui est difficile, c'est un peu l'effet soufflet où on lance quelque chose et ensuite ça redescend. Donc, quel conseil vous aimeriez partager avec nous à ce niveau? Moi, je dirais que le point de départ, c'est finalement de permettre aux professionnels de parler de leur travail. Quelles sont leurs attentes par rapport à leur travail, comment est-ce qu'ils ont envie de le faire, avec les limites qu'on connaît, encore une fois. On sait qu'il y a un idéal et il y a une réalité. Mais en tout cas, déjà ne pas censurer cette envie d'idéal pour pouvoir, pour que ça puisse être exprimé, et ensuite travailler justement sur la réalité, sur ce qui est possible. Mais je pense que c'est vraiment la première démarche. On donne trop peu l'occasion aux professionnels de parler sur leur métier ou de parler de leur métier. Donc c'est déjà ça. Et je voyais un peu une objection par rapport aux irritants du quotidien. Oui, mais en gros, si on n'arrive pas à les résoudre, ces irritants, c'est complètement démotivant. Alors là, je partage complètement cette opinion-là. Ouais. D'où l'idée, en tout cas, de commencer en tout cas par les recenser et faire en sorte d'avancer sur des petites choses, des bricoles. Moi, j'ai vu des fois une cadre qui s'arrachait les cheveux parce que ça faisait 2 mois qu'elle essayait d'obtenir un presse-fruit un peu sophistiqué pour le service. Ça fait partie des trucs, après avoir sollicité X interlocuteurs. En effet, ça fait partie des choses où on se dit, mais ça doit pouvoir être résolu facilement, ce genre de choses. Et ça peut être résolu, encore une fois, si la démarche, j'en reviens à la même chose, je crois que la démarche, elle doit être portée au plus haut de l'établissement et que l'ensemble déjà de l'équipe de direction, quand on est dans ces configurations-là, partage cette démarche-là. Ce n'est pas une démarche uniquement du DRH, du directeur des soins. Ça doit déjà être une démarche comité de direction à la base. Ouais, ça me paraît important aussi. Ouais. Et si je m'engage dans cette démarche-là, alors là, je dois m'engager pour le coup à aller au bout. Ouais. Une fois que ces irritants ils ont été identifiés, et pour les identifier, il faut déjà aussi permettre aux équipes de faire eux-mêmes leur propre recensement et leur propre hiérarchie, entre guillemets. Allez, vous allez lister les 10, 20, 30 irritants. Allez, on en prend 3 ou 4 ou 5. Allez, c'est lesquels? Allez-y, mais choisissez-les. Vraiment, demandez-vous qu'est-ce qui serait le plus profitable à notre équipe si on pouvait les régler. Voilà. OK, c'est ces trucs-là. Et une fois qu'ils sont identifiés, là, il faut les régler, mais tout de suite. Tout de suite. Vraiment, dans les 15 jours qui suivent. Voilà. Si c'est un coup de peinture à redonner dans la salle de pause, il faut le faire tout de suite. Si c'est acheter le nouveau voilà, un petit matériel, un petit truc qui était en panne, il faut le faire tout de suite. Et ça demande en effet d'accepter de sortir aussi du schéma habituel. Par exemple, typiquement, aller dans une direction des achats, c'est normal, on a besoin de pouvoir raisonner process. Voilà. Allez, il y a une enveloppe annuelle, voire pluriannuelle. Il y a des projets qu'il faut hiérarchiser, etc. C'est un processus long. Donc, je demande un truc en janvier, il arrive en novembre. Voilà. OK. Mais il faut accepter aussi qu'il y ait quelque part une partie de l'enveloppe pour les petits trucs, les petites conneries, quelque part, mais qui empoisonnent la vie quand on ne les a pas. Et qu'on puisse le régler vraiment immédiatement. Et voilà, en anglais, ils appellent ça les quick wins, voilà, les victoires rapides. Mais ça a un effet terrible, terrible en fait. Et pour le coup, pour restaurer aussi la confiance, restaurer une certaine fluidité dans les relations hiérarchiques, ça c'est extrêmement important.
Est-ce que je peux répondre à une question que je vois? À chaque fois, Rémi me fait le coup de la faire disparaître. Comment avez-vous garanti la protection de ce collectif, confidentialité, bienveillance, etc. Eh bien, notre collectif Manager s'est doté d'une charte. Ce sont eux-mêmes qui en ont rédigé les termes et qui s'autorégulent autour de ça. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de questions sur la publication, parce qu'en fait, ce que vous avez fait, c'est assez innovant. Et je pense que c'est assez emblématique d'un modèle un peu de binôme très solide, et on sait à quel point il est précieux ce binôme, et DRH, direction des soins. Est-ce qu'il y a eu des publications qui ont été faites sur votre initiative, qui sont accessibles pour le repartage? Parce que ça pourrait être super de le… Ouais, sans problème. On pourra te les passer et les communiquer. Il y a un truc, on a fait pas mal de publis sur différents sujets, et je dirais, alors, il y a aussi un truc qui a énormément produit des faits, c'est les accompagnements en termes de développement professionnel. On est tous les deux formateurs en ProcessCom. ProcessCom, c'est quoi en 2 mots? C'est un modèle issu de l'analyse transactionnelle qui permet de mieux se connaître, de mieux comprendre ce qui se passe chez soi, chez l'autre, et du coup mieux gérer la relation. On peut découvrir ce modèle sur une formation en 3 jours. C'est ce qui nous est arrivé. Et quand on a découvert ça, on était tellement éblouis, on s'est dit mais c'est pas possible. Ça nous permet, en fait, on l'a vu, mais dès les premiers jours, ça nous a permis de beaucoup mieux gérer des réunions tendues, des conflits, de mieux gérer même nous-mêmes notre manière de gérer notre stress, et avec un mieux-être vraiment immédiat. On s'est dit, mais on ne peut pas garder ça pour nous, c'est pas possible, il faut qu'on le fasse partager au plus grand nombre. Et donc, on s'est formé nous-mêmes comme formateurs, et on a formé les professionnels en interne. Et pareil, on a dit, allez, il y a des formations, inscrivez-vous. On a commencé par le public toujours. Pourquoi les managers? Parce que ce sont vers eux que, les cadres de proximité, que tout converge. Ils sont vraiment au carrefour, ce sont les interfaces dans tous les sens, quoi. Donc, et on sait qu'une équipe fonctionne bien, et donc, in fine, des patients sont bien pris en charge quand on a un fonctionnement harmonieux, cadre et chef de service. Donc, on a travaillé énormément là-dessus pour reboucler par rapport au fait d'inclure les praticiens. Oui, maintenant, avec les années qui passent, les praticiens sont systématiquement invités à toutes ces formations managériales qui sont proposées par le collectif Manager. On n'a pas parlé du coaching, mais ça fait évidemment partie. Là aussi. J'étais encore sur ProcessCom. Pardon. Donc, on a formé 200 personnes en tout à ProcessCom en interne. Donc, c'est-à-dire un peu plus de 10 groupes, une douzaine de groupes. Et des groupes mixtes. En fait, les gens viennent de tous les métiers. Voilà, il y a des soignants, il y a des administratifs, des secrétaires médicales, des médecins, des directeurs, tout le monde. Et du coup, en fait, ils ne savent pas. En fait, on ne sait jamais sur qui on va tomber dans la formation. Donc, parfois, on connaît. Ah tiens, mince, il y a le directeur des travaux là. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a le chef de service de gastro. Ah, puis tiens, il y a ma copine, il y a ma collègue aide-soignante, machin. Et en fait, du coup, non seulement on équipe les gens avec un outil qui est hyper précieux, mais en plus, il y a un deuxième effet, je dirais un bénéfice collatéral, c'est qu'on crée des liens entre les gens. Et du coup, quand ils se retrouvent dans l'exercice professionnel, c'est vachement plus fluide. Ah ouais, tiens, toi, tu es… oui, je me souviens, toi, tu es phase empathique, base travailloman. Et en fait, ça crée une complicité, ça crée quelque chose de très, fluide. C'est assez génial. Et après, oui, si on veut aller un cran plus loin en termes d'accompagnement, bien sûr, comment ne pas envisager le coaching. Là, pour le coup, on a nous-mêmes fait connaissance avec le coaching il y a maintenant 6 ans, d'abord avec un retour d'expérience de gens qui en ont bénéficié. On s'est dit, tiens, on va essayer. On a fait venir des coachs en interne pour accompagner des managers, soit parce qu'ils prenaient en fonction, parce qu'ils démarraient, soit parce qu'ils avaient envie de changer, soit parce qu'ils étaient en difficulté. On a vu des transformations incroyables. Donc, nous, en tant que prescripteurs,
après avoir accompagné comme ça une trentaine de professionnels, de médecins, de cadres et autres sur du coaching, on s'est dit, mince, il faut qu'on fasse pareil. Donc, Quel type de transformation vous avez pu observer? Alors, différents types. Déjà, beaucoup de confiance en soi. Oui. Voilà, je dirais que c'est le premier truc qui vient. Ça peut être aussi beaucoup plus de clarté sur le projet, une capacité à prendre du recul, à mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions, à être tout simplement mieux dans l'exercice professionnel. Ça peut être aussi de prendre conscience, tiens, en fait, je fais fausse route. Et du coup, il n'est pas rare qu'un coaching aboutisse aussi à un changement de trajectoire pour la personne coachée. Mais en tout cas, allez, sur la trentaine d'accompagnements qu'on a fait, franchement, c'est 90% de succès. Ouais. Ça ne marche pas à tous les coups. Transformation dans le positionnement. Pour les cadres, très souvent, sur parvenir à dire non sans se sentir mal, à gérer ses priorités. Enfin voilà, tout ça repose. C'est toute la démarche de coaching qui permet à la personne coachée d'aller épuiser dans ses ressources et là aussi développer son autonomie. C'est toujours ça finalement, le fil rouge. J'ai envie, le fil rouge finalement de notre action. Et moi j'ai envie de dire, aussi loin que je remonte même en tant qu'infirmière, ça a toujours été ça. Ça a été comment permettre à la personne à laquelle j'ai affaire de chercher dans ses ressources pour être autonome dans son parcours, quoi. Que ce soit un parcours de soins, tu en parlais avec le patient partenaire, dans le parcours de soins comme dans le parcours professionnel quand il s'agit des professionnels, quoi. Voilà. C'est édifiant ce que vous partagez. On s'approche déjà de la fin et je pense qu'on pourrait rester vraiment longtemps. Et un immense merci pour toutes les questions qu'on a prises au fil de l'eau. Je voudrais apporter une brève synthèse sur ce qui vient d'être dit et on va peut-être prendre une ou deux questions finales parce qu'on souhaite vraiment que ces webinaires puissent être inspirants et facteurs de mobilisation aussi pour tout le monde. Donc, la première enseignement clé, créer l'impulsion. Créer l'impulsion en fédérant. Deuxièmement, valoriser l'autonomie, vraiment l'autonomie à tous les niveaux. Troisièmement, créer de l'espace pour le temps de parole. Et cet exemple de réunion sans ordre du jour où on crée ce temps de discussion, ces petits déjeuners sont très concrets et on vous invite tous et toutes à expérimenter. Voilà, le quatrième point, c'est pour ancrer dans le temps et consolider la démarche au fur et à mesure des années, il y a la notion de créer un langage commun. Et ce que vous avez fait avec ProcessCom et avec le fait d'expérimenter, de diffuser de manière plus conséquente des dispositifs de coaching aussi est un très bon exemple. Et enfin, travailler sur les irritants avec l'intention et l'engagement, je dirais, de créer des petites victoires. Ce n'est pas juste ouvrir la boîte de Pandore. On vous écoute pour les irritants, on va les adresser, on va les résoudre rapidement et on va valoriser ces succès. S'il y a un message clé que vous aimeriez, Dominique et Rémi, adresser à tous les participants, quel serait-il sur la mission aussi du prendre soin des professionnels de santé? Eh ben, moi, je dirais, si vraiment je veux prendre soin de ceux que j'encadre, eh ben, il faut que j'accepte de cesser de vouloir les sauver, de cesser de faire à leur place et justement de leur donner ce pouvoir, de leur donner cette autonomie. Si je veux vraiment accompagner mon équipe, c'est le meilleur service que je puisse leur rendre. Je vais m'épuiser à faire à leur place, à me dédier corps et âme et à faire des heures sup à gogo pour pouvoir faire en sorte qu'eux ne se sentent pas plus mal parce qu'ils n'auront pas le temps de faire ça, ils pourront pas, c'est trop pour eux, donc je vais assumer à leur place. Ça marche pas longtemps. Et par contre, le vrai bénéfice à long terme, c'est de leur laisser autant que possible les manettes. En gros, c'est la subsidiarité, quoi. C'est la subsidiarité de l'autonomie. C'est vraiment ça. Et le coaching, d'ailleurs, s'appuie exactement sur ce levier-là. C'est redonner de l'autonomie, redonner du pouvoir à la personne pour arrêter de lui couper la viande, qu'il sache la couper lui-même.
Ben, je vais compléter. J'ai envie de dire, je crois que chacun d'entre nous, à nos places, doit apprendre à lâcher prise. Ouais. Lâcher prise pour permettre aux collaborateurs, voilà, déjà pour mieux prendre prise, hein, c'est ce qui se passe en escalade, il faut lâcher une prise pour en attraper une autre. Et permettre aux professionnels de terrain, hein, ceux qui sont au plus près encore de l'action, de déployer leurs envies, leurs énergies, parce qu'il y en a toujours. Et quand Rémi parle de subsidiarité, on est en plein dedans avec cette crise sanitaire. On le voit bien. Ce qui fonctionne bien, ce sont toutes nos instances, cellules de crise ou autres, dans lesquelles on associe les praticiens, les cadres, des professionnels de terrain, et où on trouve ensemble des solutions. Hein, on a parlé, j'ai lu quelque part à un moment donné, système D. Ouais, on a trouvé des solutions dans tous nos hôpitaux extraordinaires pour gérer toutes les pénuries à un moment donné de matériel. Voilà. Et tout ça est remonté du terrain. Donc, voilà, confiance, quoi. Lâcher prise, confiance. Et puis, un peu de budget à déléguer. Mais voilà, du budget qui existe. Hein. Et allez, un dernier clin d'œil, je m'autorise, puisqu'on parle de réenchanter le quotidien. Ah, mais oui. On a, à l'hôpital, ça va parler à tout le monde, dans la culture qualité, gestion des risques, on doit tracer les événements indésirables. Voilà, quand il y a un PET, quand il y a un problème, quand il y a un truc qui déconne, on fait une fiche d'événements indésirables. Et donc, on est super fort pour tracer ce qui dysfonctionne. Et par contre, on ne trace jamais ce qui marche bien. Donc, nous, on propose voilà, à tous les auditeurs, à tous les hospitaliers, de mettre en place des fiches d'événements désirables. C'est-à-dire quand il y a un truc qui va bien, quand il y a une belle initiative, quand il y a un beau projet, quand il y a une belle réalisation, on le trace aussi. Voilà, on fait une fiche, on le note, on le met dans notre gestion documentaire. Puis, je ne sais pas, à la fin de l'année, on fait une revue des fiches d'événements désirables. Et puis, pourquoi pas même aller à l'occasion, par exemple, de la fête du personnel, on va remettre un prix honorifique à la meilleure ou les meilleures fiches d'événements désirables. C'est génial et vraiment super bonne pratique. Je trouve que c'est génial. Et puis d'ailleurs, ça faisait partie des questions. Et est-ce qu'il y a parce que voilà, Dominique et Rémi, dans le binôme, il y a Do Rémi, il y a le chant. Est-ce que vous aimeriez nous faire une petite chanson? On n'est pas échauffé. Voilà. Où on peut se quitter avec une sorte de musicale. Mais en tout cas, c'est vraiment une invitation à tous de créer ces fiches d'événements désirables. C'est un super mot pour la fin. Non, mais par contre, on peut multiplier. Oui. On peut faire de la musique à l'hôpital. Nous, on a monté une chorale. On a monté une chorale. Parce que Rémi est chef de chœur, entre autres, et cette chorale, elle tourne. Là aussi, elle est née après le premier séminaire, et on l'a baptisée Ostofolia. Voilà, parce que je crois que le grain de folie, là aussi, c'est le clin d'œil. Le grain de folie, il est toujours bienvenu, quoi. C'est aussi la respiration, ce grain de folie. Donc, et ça peut se faire. On peut proposer plein de choses. Vraiment, ouais. Faites marcher la machine à l'imagination. Il y a plein de choses à faire. À l'hôpital, tous ceux qui ont tenté de monter une chorale hospitalière, ça a toujours marché. Enfin, voilà, je n'ai pas d'exemple de truc qui n'ait pas marché. Là, on est un peu à l'arrêt, là, tout de suite. Alors, évidemment, oui, c'est vrai qu'en début 2021, j'ai conscience du décalage tout d'un coup. Mais n'empêche qu'on arrive à la faire fonctionner en visio, à distance, avec des chansons confinées, où chacun s'enregistre. On est en train de le faire, là. Voilà, là, on travaille sur une chanson qui s'appelle « You'll Never Walk Alone ». Voilà, tu ne marcheras jamais tout seul. C'est un extrait d'une comédie musicale qui s'appelle Carousel et une chanson très connue par les amateurs de sport, notamment de foot, puisque Liverpool, notamment, c'est son hymne. C'est une chanson d'espoir. Une chanson d'espoir. Et voilà, chacun enregistre sa partie, soprano, alto, ténor, basse. Et ensuite, on mixe tout ça ensemble. Et moi, je renvoie la chanson mixée. Et on se dit, waouh, c'est génial ce qu'on a fait ensemble. Donc, même avec la crise, on peut le faire. Bravo, et n'hésitez pas à m'envoyer aussi un petit lien pour que je puisse l'envoyer aux participants voilà, un hymne d'Ostofolia pour nous apporter un peu de joie de vivre en cette période.
Un énorme merci, Dominique, Rémy. Un grand merci à tous nos participants et nos participantes pour toutes vos questions. C'était un très beau moment et j'espère que vous avez apprécié autant que nous. Merci à tous. Et puis à bientôt. Bonne fin de semaine, bonnes vacances pour ceux qui en ont. Voilà. Et bonne journée de toute façon. À bientôt. Au revoir. Au revoir.